raconter un truc sur la drague, toi, d'ailleurs ? Oui, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais dans un bar lesbien, dans une boîte lesbienne même. Il y avait 400 lesbiennes, j'étais au plus beau moment de ma vie, on va dire. Bref, et je vais voir une très jolie madame, je discute, etc. On commence à rigoler, je lui propose d'aller danser, et elle me répond c'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie, il y a 400 lesbiennes, et tu as dragué la seule hétéro. Voilà, donc j'ai le pire guédard de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est super. Tous les guédards. Vraiment, je suis ravie. Mais j'ai quand même dansé avec et j'ai passé une très bonne soirée. Voilà. Je t'en prie, ma chère. Du coup, on a un autre petit exercice pour vous. Par rapport à l'intervention de Marion, je vous propose de penser à deux mots. Enfin, un mot qui définit ce que vous avez ressenti. Ou ce que vous ressentez maintenant. Et un mot qui est faux. Qui n'a aucun rapport. Aucun rapport. Et vous allez discrètement, on va le dire tous et toutes ensemble, et on va voir si vos voisins et voisines peuvent différencier le mot que vous pensez sur l'intervention de Marion et le faux mot. Attention, on réfléchit un peu, je vous laisse un peu de temps. Nous, on a... Là, c'est en train de réfléchir déjà. Ah là là. Ça y est, tu veux, pour leur donner l'exercice, tu veux donner Très les bien. tiens ? On le fait. Alors, moi, j'avais pensé à... Attention, c'est pas simple. Hein. Vas-y. Merveilleux et dromadaire. Ah, c'est tricky. Ouais, vraiment, je ne comprends pas. Pas facile. On est parti à 3, tout le monde le fait ensemble. 2, 1, c'est parti. Curcubitacé et fascinant. Oh, alors, qui a menti? J'ai entendu des jolies choses quand même. Parfait. Vous avez pu entendre le faux mot ou pas? F-O-M-O? Non, personne? C'était bien tenté. C'était très drôle. Oh là là, on va passer tout de suite à l'intervenante d'après. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Claire. Bonsoir. C'est ma première fois sur scène. Et je viens vous parler de polyamour. Je vois qu'il y a des personnes qui se sentent concernées. Moi, j'ai démarré le polyamour il y a 5 ans. Et je me suis posé la question de savoir si je vous faisais une petite définition de ce que c'est, mais je me rends compte que plus le temps passe et plus c'est compliqué à définir. Donc je vais plutôt vous raconter mon expérience. Ça a commencé parce que j'ai rencontré des partenaires qui étaient polyamoureux, ou en tout cas qui se définissaient comme polyamoureux. Et donc ça faisait un peu partie du contrat qu'il fallait rentrer dans ce jeu-là pour que ça marche. Et au début, c'était un peu compliqué. Et avec du recul, je me rends compte que je pense que j'ai été avec pas mal de faux amis au début. Donc pour vous faciliter un peu la tâche, j'ai décidé de les catégoriser avec des archétypes et de vous les présenter un peu, comme ça peut aider certaines personnes qui débutent à éviter quelques écueils. Le premier, c'était le serial shopper. Alors en général, le serial shopper, il repère très facilement les personnes qui arrivent dans le milieu. C'est des personnes qui vous donnent beaucoup d'attention, qui vous posent beaucoup de questions, qui vous font vous sentir très spéciale et importante. Puis au bout d'un moment, forcément, il y a une fascination qui commence à arriver. La personne consomme et a tendance à disparaître. Alors c'est le moment où vous pouvez vous demander ce que vous avez mal fait. Parce que si vous arrivez dans le milieu, vous n'avez pas forcément les connaissances, les codes. Vous dites, qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, rien. C'est pas vous. C'est juste que c'est des personnes qui consomment, et donc une fois que vous êtes consommé, ça passe à la suivante. Un peu dans le même style, mais différent, c'est le papillon. Le papillon, il est globalement gentil, doux, il arrive, vous êtes une jolie fleur, il se pose. Il peut rester un certain temps, peut-être même qu'il peut commencer à vous présenter à ses copains, à parler de vous à ses parents, etc. Et puis, malheureusement, à un moment, il y a une autre fleur qui arrive, qui est très plaisante, et donc le papillon s'enlève et s'en va. Vous pouvez essayer de le rattraper, en général, c'est un peu trop tard. Donc là, c'est le moment où vous commencez à vous demander si vous n'avez pas une date de péremption. Non. C'est la personne qui n'a pas forcément envie de s'engager. Et le polyamour, c'est aussi une très belle manière de fuir ça, si on en a envie. Bon. Le suivant, c'est le lâche. Alors, pour se donner de la contenance, en général, le lâche, il se définit comme le polyamoureux anarchiste. C'est fabuleux.
Celui-là, c'est celui qui vous explique qu'on va rien définir, mais que ça va très bien se passer. Spoiler alert, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en général, ce dont vous vous rendez compte avec le temps, c'est que c'est la personne qui est là tant que tout va bien. Et puis quand ça se corse, ça disparaît. Moi, j'en ai eu un pendant 8 mois, on se voyait toutes les semaines. Et puis un jour, j'ai plus de nouvelles. Et quand je l'ai retrouvé un an après, au détour d'une soirée, et qu'il m'a dit bonjour comme si tout allait bien, je lui ai dit, mais ça va pas très bien. Il me disait, ah mais nous, on était dans une relation tant que c'était simple. Puis à un moment, c'est devenu compliqué. Et je disais, oui, bah alors ça, j'étais pas informée, moi. Donc voilà, méfiez-vous de cela. Et les derniers, c'est les plus pernicieux. Je les ai surnommés les libertins tantricas. Mais oui, non, parce que la personne qui est libertine, elle y va pour le cul. Le libertin tantrika, il cherche la connexion. Très différent. Et alors le libertin tantrika, en plus, il a les codes. En général, c'est une personne intelligente qui a tous les codes et qui vous fait vraiment croire que vous êtes dans du polyamour, hein, ça peut durer longtemps. Il y a des petits signes. En général, c'est une personne qui vous dit souvent que la liberté, c'est très important. Et que le polyamour, c'est quand même une manière de s'épanouir dans sa liberté. Au bout d'un moment, c'est la personne qui va commencer à vous expliquer que, bon, vos émotions, c'est votre responsabilité. Donc, ben oui, s'il y a quelque chose qui va mal quand même, ça serait à vous de vous en occuper, hein, pas ensemble. Et si vous poussez le curseur vraiment jusqu'au bout, ça peut être une relation à la fin, quelques mois après la séparation, vous découvrez que vous avez été cocu. C'est pas censé arriver dans du polyamour. Donc, si vous vous retrouvez avec des personnes où il n'y a pas beaucoup de cadres, où les choses sont un peu floues et où vous vous sentez pas très bien, vous n'êtes peut-être pas dans du polyamour. En tout cas, moi, là j'en suis à peu près 2 ans d'expérience, je commence à me dire que le polyamour ça pue un peu, que c'est peut-être pas un bon modèle en fait. Hein. Et à ce moment-là, je découvre un autre archétype. J'ai décidé de l'appeler Obélix. Obélix, il est tombé dedans à la naissance. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Et alors, les caractéristiques que j'ai pu repérer après en avoir eu plusieurs. Déjà, c'est des personnes qui savent prendre leur temps. Parce qu'il y a un concept dans le polyamour, c'est la NRE, l'énergie de la nouvelle relation. Et alors ça peut être très déstabilisant dans une relation. Ça veut dire, vous êtes plusieurs et tout d'un coup, il y a une nouvelle personne qui arrive, elle a toute l'attention, c'est fabuleux, les autres n'existent plus, ça crée de la panique. Moi, les Obélix que je connais, en général, ils y vont progressivement. Moi, au début, c'est un peu frustrant quand c'est moi qui arrive, je me dis, bon, bah, on se voit pas beaucoup, etc. Mais d'un autre côté, quand c'est les suivantes qui arrivent, bah, c'est vachement détendant, parce que ça change rien pour moi. Et ça, quand même, ça crée de la sécurité. Ensuite, c'est des personnes qui posent un cadre et qui s'y tiennent. Notamment sur la régularité à laquelle on va se voir. Donc j'ai pas à stresser de est-ce qu'on va se voir, est-ce que pas, ça fait 1 mois, est-ce que c'est normal pas. Non, on a défini, les personnes s'y tiennent, ça se passe bien. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est aussi des personnes qui sont proactives, qui vont s'intéresser à comment je me sens, qui vont sentir, s'il y a des moments où il y a des tensions, on va en parler très vite. Et moi qui avant étais qualifiée de personne un peu needy, qui pouvait être dans de la dépendance affective ou du drama, tout d'un coup, bah, je l'étais plus du tout. Ce qui pouvait être lié au partenaire. Et à ce moment-là, mon travail à moi, il a commencé. C'est-à-dire que le polyamour, il ne faut pas croire que c'est simple non plus. La première étape pour moi, ça a été de déconstruire le prince charmant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais la case couple, elle était comme ça, il fallait que la personne rentre dedans. Et si ça rentrait pas, on essayait de couper un peu des bouts, on jugeait un peu, au bout d'un moment, ça devait rentrer. Bon, dans le polyamour, il n'y a plus de cases. Et c'est assez génial parce que ça m'a permis de commencer à rencontrer les personnes pour qui elles sont vraiment. J'avais plus d'enjeux, j'avais plus d'attentes. Et donc, je pouvais découvrir la personne avec toutes ses lumières, avec toutes ses ombres, créer de la complémentarité entre mes différentes relations et arrêter d'avoir des enjeux. Et ça, c'est quand même très détendant. Et réciproquement, ça veut dire que j'avais plus à être tout pour une personne, j'avais plus à être parfaite, je pouvais me permettre d'être juste moi. Le deuxième élément, qui n'a pas été évident pour moi, c'est d'apprendre à verbaliser les choses. C'est-à-dire quand vous êtes dans une relation de couple classique, vous passez beaucoup de temps ensemble, au bout d'un moment la personne vous connaît, peut anticiper vos besoins, prendre soin de vous sans que vous ayez besoin de le verbaliser. Dans le polyamour, si vous avez plusieurs relations et que vous ne les voyez pas très fréquemment, si vous ne dites pas ce que vous voulez, ça a peu de chances d'arriver.
Au début, c'était un peu frustrant, et puis petit à petit, j'ai commencé à verbaliser. Et je me suis même rendu compte qu'en général, quand j'avais de la jalousie, c'est parce que j'avais une forme d'envie, c'est parce que la personne vivait avec quelqu'un d'autre, des choses que moi j'aurais aimé vivre avec cette personne. Et à partir de là, au lieu d'essayer de restreindre mes relations quand je ressentais de la jalousie, j'ai commencé à venir leur demander ce que moi je voulais. Et donc au lieu de leur demander de faire des choix, j'aurais demandé d'ajouter, de compléter, d'augmenter, d'essaimer quelque part. Et le troisième élément, c'est qu'en fait, quand on rentre dans le polyamour, c'est une page blanche. C'est un peu comme se retrouver en face au précipice et se dire « Ok, je vais sauter ». Bon, pour sauter, il vaut mieux avoir un parachute. Et donc, ça amène à définir des cadres. Et là, tout d'un coup, je deviens pleinement responsable de ma relation. Ça veut dire que c'est moi qui définis le cadre. C'est moi qui dis à quoi ça va ressembler, avec l'accord de l'autre. Et progressivement, on peut ajuster, réadapter la relation en permanence. Mais on a notre cadre commun. Et à partir de ce moment-là, le polyamour, c'est devenu quelque chose d'extrêmement enrichissant pour moi. Déjà parce qu'avant, dans mes relations, j'avais tendance à fusionner avec la personne, et au bout d'un moment, je ne savais plus si les choses m'appartenaient ou appartenaient à l'autre, j'étais un peu perdue. Et là, comme j'avais plusieurs relations, je pouvais commencer à repérer, tiens, ça m'appartient, ça appartient à telle relation, à telle personne. Et j'ai pu, moi, me découvrir à travers ça. Et surtout, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'être dans un polycule avec des personnes qui se connaissent entre elles et qui forment un réseau. Et je découvre ce que c'est que d'être dans des relations où il y a énormément d'amour et énormément d'entraide, où on s'aide les uns les autres, où on se soutient les uns les autres, les unes les autres. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix.